Le 8 juillet 2003, deux cousins, âgés de 19 et 21 ans, partirent tôt pour les chutes d'Agua Azul, au Chiapas. Munis d'un nouvel appareil photo numérique, ils prévoyaient de passer la journée à explorer les sentiers méconnus de la région. Ils ne revinrent jamais. Pendant 7 ans, leurs familles cherchèrent des réponses aux quatre coins de la jungle du Chiapas, jusqu'à ce qu'en 2010, une découverte inattendue révèle une vérité plus troublante que quiconque l'aurait imaginé. Ce que contenait cette caméra expliquerait non seulement leur disparition, mais révélerait aussi des secrets que certaines personnes avaient gardés cachés pendant des années. Comment deux jeunes gens ont-ils pu disparaître dans un lieu visité chaque jour par des centaines de touristes? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Voyons maintenant comment tout a commencé. En 2003, Palenque était une ville d'environ 110 000 habitants, connue dans le monde entier pour ses ruines mayas et comme la porte d'entrée des cascades aux eaux bleues. La communauté était majoritairement métisse, avec une forte présence d'indigènes chus et celtes travaillant principalement dans le tourisme et l'agriculture. Les chutes d'Agua Azul, situées à 64 km de Palenque, représentaient l'une des principales sources de revenus pour des centaines de familles locales qui vivaient du tourisme. Rodrigo Pacheco Quintero avait 21 ans et venait de terminer sa deuxième année de génie civil à l'Université autonome du Chiapas à Tuxtla Gutiérrez. Aîné d'une fratrie de 3, il grandit dans une famille de la classe moyenne qui s'installa à Palenque lorsque son père, Germán Pacheco, obtint un poste de superviseur dans une entreprise de construction impliquée dans des projets touristiques dans la région. Rodrigo était réputé pour sa minutie et son sens des responsabilités, qualité qu'il avait développée en aidant son père dans les travaux de maçonnerie dès l'âge de 14 ans. Son cousin, Fabricio Sandoval Leal, 19 ans, était complètement différent. Fils d'Esperanza Leal, la sœur cadette de la mère de Rodrigo, Fabricio était arrivé à Palenque 6 mois seulement avant ce jour fatidique, en provenance de Villahermosa, dans l'état de Tabasco. Ses parents avaient divorcé l'année précédente et il avait décidé d'emménager chez sa tante, Dolores Pacheco, pour trouver sa voie, comme il le disait souvent. Extraverti, aventurier, il avait abandonné le lycée, ce qui provoquait des tensions familiales constantes. Les cousins étaient devenus très proches durant ces 6 mois. Rodrigo, d'ordinaire réservé, avait trouvé en Fabricio quelqu'un qui le motivait à être plus spontané. Fabricio, quant à lui, admirait la stabilité et la détermination de son cousin aîné. Ensemble, ils avaient exploré une grande partie de la région, notamment les ruines de Palenque, les cascades de Misola et plusieurs cénotes moins connues. Fabricio avait acheté un appareil photo numérique Canon PowerShot 70 avec ses premières économies, obtenues grâce à un emploi à temps partiel dans une boutique de souvenirs du centre-ville de Palenque. La famille Pacheco vivait dans le quartier de la Canada, un quartier résidentiel composé de petites maisons bien entretenues où les voisins se connaissaient depuis des générations. Madame Dolores travaillait comme secrétaire à la mairie, tandis que Monsieur Germán avait réussi à créer sa propre petite entreprise de construction. C'était une famille respectée dans la communauté, connue pour son honnêteté et son travail acharné. Fabricio s'était bien intégré à la dynamique familiale, même si sa personnalité impulsive inquiétait parfois ses oncles. Durant ces mois, il avait manifesté un intérêt particulier pour la photographie et la nature, emportant toujours son nouvel appareil photo numérique avec eux lors de leurs randonnées. J'avais réussi à capturer des images époustouflantes de la faune locale, notamment des toucans, des singes araignées et une grande variété d'oiseaux tropicaux qui abondaient dans la région. En 2003, la communauté de Palenque était relativement petite et sûre. Les crimes graves étaient rares, et la plupart des problèmes étaient liés à des touristes se perdant dans les ruines ou sous-estimant les risques de baignade dans des cénotes non surveillées. La police municipale ne comptait que 12 agents, mais elle entretenait de bonnes relations avec la communauté et connaissait personnellement la plupart des familles locales. Le mardi 8 juillet 2003, le ciel était clair et chaud à Palenque. La température avait atteint 28 degrés Celsius à 7 heures, et les prévisions météorologiques annonçaient une journée typique de saison sèche, avec des maximales avoisinant les 35 degrés Celsius et un risque de pluie l'après-midi, fréquent à cette époque de l'année.
Rodrigo se levait à 6h30, comme à son habitude. Sa mère, Dolores, préparait déjà le café dans la cuisine lorsqu'il arriva pour le petit déjeuner. Elle se souviendrait plus tard que son fils semblait particulièrement vif ce matin-là, ce qui était inhabituel pour lui, qui avait tendance à être plus sérieux et concentré. Il lui dit qu'il comptait aller avec Fabricio aux Cascades Bleues pour prendre des photos et qu'il reviendrait avant le coucher du soleil. Cherchons des cascades plus petites, un peu à l'écart de la zone touristique principale, dit Rodrigo à sa mère en dégustant des huevos rancheros et des haricots frits au petit déjeuner. Fabricio veut s'entraîner avec son nouvel appareil photo, et j'ai besoin d'une pause avant la reprise des cours en août. Fabricio arriva chez les Pacheco vers 7h45, muni d'un sac à dos en toile bleu marine qu'il avait acheté spécialement pour ses excursions. Il emportait de l'eau, des sandwichs préparés par sa tante, son appareil photo Canon Power Koda 70, des piles de rechange et un petit carnet où il notait habituellement les lieux visités et les espèces animales photographiées. Doña Dolores remarqua que les deux jeunes hommes portaient des vêtements adaptés à la randonnée, jeans longs, chemise à manches courtes et chaussures de randonnée. Rodrigo portait une casquette des Tigres de Quintana Roo, son équipe de baseball préférée, et Fabricio portait sa chaîne en argent emblématique ornée d'un pendentif de Saint-Jude Thaddée, que sa mère lui avait offert avant de déménager à Palenque. Ils ont quitté la maison à 8h10 dans le Ford Ranger 1998 de Don Germán, que Rodrigo était autorisé à utiliser les week-ends et les jours de congé. Plusieurs voisins les ont vus partir, dont Blanca Campos, qui habitait en face et arrosait ses plantes dans le jardin. Il semblait très heureux, se souviendra plus tard Blanca. Fabricio parlait avec animation, gesticulant comme toujours, et Rodrigo riait. C'était agréable de les voir ainsi, comme de vrais frères. Le trajet de Palenque aux Cascades d'Agua Azul dure environ 1h20 par la route fédérale 199. C'est un itinéraire sinueux qui traverse plusieurs petites communautés, Panchán et Misola, avant d'atteindre le parking principal d'Agua Azul. Les garçons avaient déjà fait cette excursion plusieurs fois, toujours avec la même routine. Ce jour-là, cependant, ils avaient un plan différent. Au lieu de rester aux chutes principales, où se concentraient les touristes, ils voulaient explorer une zone dont ils avaient entendu parler par des guides locaux. Un ensemble de cascades plus petites situées à environ 2 km en amont, accessible uniquement par un sentier que peu de touristes connaissaient. La dernière fois que quelqu'un nous a vus avec certitude, c'était à 9h45 du matin. Le poste de contrôle d'accès aux chutes d'Agua Azul. Le garde de service, Hilario Ibarra Uribe, les connaissait de précédentes visites et a discuté brièvement avec eux tout en vérifiant qu'ils portaient l'équipement de sécurité de base. Je leur ai demandé s'ils partaient seuls ou avec un guide, a raconté Hilario dans son témoignage ultérieur. Rodrigo m'a dit qu'il connaissait bien la région et qu'il n'y resterait que quelques heures. Il m'a montré le nouvel appareil photo de Fabricio et a plaisanté en disant que son cousin était devenu photographe professionnel. Il semblait calme et préparé. Hilario se souvenait précisément qu'il leur avait conseillé de ne pas trop s'éloigner des sentiers balisés, d'autant plus que les pluies des jours précédents avaient augmenté le débit de certains petits ruisseaux. Il leur rappela également qu'ils devaient rentrer avant 17h, heure à laquelle l'accès aux véhicules était fermé. Les cousins payèrent l'entrée et se dirigèrent vers le sentier principal. Une famille de touristes de Mérida, qui visitait les cascades ce jour-là, les aperçut passer vers 10h15, marchant d'un pas décidé vers la zone la moins fréquentée du parc naturel. Le plus grand portait un grand sac à dos, et le plus jeune avait un appareil photo autour du cou. Madame Patricia Duran, la matriarche de la famille Mérida, se souviendrait plus tard. Ils nous saluèrent très poliment à leur passage. Mon mari leur demanda s'ils connaissaient de bons endroits pour photographier les oiseaux, et le jeune homme à l'appareil photo leur recommanda de suivre le sentier qui montait, où il avait vu des quetzals la semaine précédente. Ce fut la dernière fois que quelqu'un admit avoir vu Rodrigo et Fabricio vivants. À 17h, les garçons ne se présentant pas au point de rendez-vous, Hilario Ibarra commença à s'inquiéter. Il connaissait suffisamment les deux jeunes hommes pour savoir qu'ils étaient responsables et ponctuels. À 17h30, alors qu'il avait déjà fermé l'accès et n'avait toujours pas de leurs nouvelles, il décida de contacter son superviseur. La première recherche informelle commença l'après-midi même.
5 employés du parc, dont Hilario et 2 guides expérimentés, ont parcouru les sentiers principaux avec des lampes de poche. Ils ont retrouvé le camion de Don Germán garé exactement là où il l'avait laissé, sans aucun signe de lutte ni d'anomalie. Les clés étaient cachées sous la roue avant gauche, comme Rodrigo avait l'habitude de le faire lors de ses longues promenades. Don Germán Pacheco reçut l'appel à 19h15. Il terminait de dîner avec sa famille lorsque le téléphone de la maison sonna. À l'autre bout du fil, la voix inquiète d'Hilario l'informa que ses fils n'étaient pas rentrés et qu'il faisait déjà nuit. Mon monde s'est arrêté à ce moment-là, se souviendrait Don Germán des années plus tard. Rodrigo n'arrivait jamais, absolument jamais, en retard sans prévenir, et encore moins au volant du camion. J'ai immédiatement su qu'il s'était passé quelque chose de grave. En moins d'une heure, Don Germán, accompagné de sa femme Dolores et de 3 autres membres de sa famille, était arrivé au parking des Cascades. À ce moment-là, une petite opération de recherche était déjà en cours. La police municipale de Palenque avait été alertée et le commandant Esteban Acosta Velasco avait dépêché 2 de ses agents sur les lieux. Les recherches officielles ont débuté à l'aube du 9 juillet. L'opération impliquait la police municipale, la protection civile de l'État, des employés du parc et une vingtaine de volontaires de Palenque, dont beaucoup étaient des connaissances de la famille Pacheco. 3 groupes de recherche ont été constitués pour couvrir différents secteurs de la zone. Le premier, dirigé par le sergent Octavio Reyes Cabrera, s'est concentré sur les sentiers principaux et les cascades les plus visitées. Le second, composé principalement de guides locaux connaissant parfaitement la région, a exploré les sentiers moins fréquentés en amont. Le troisième groupe s'est consacré à interroger tous les touristes et travailleurs présents dans la zone la veille. Au cours des 3 premiers jours de recherche, quelques indices minimes, mais déroutants, ont été découverts. Sur le sentier menant aux petites cascades, à environ 2 km de la zone principale, un emballage de sandwich a été retrouvé, que Doña Dolores a identifié comme faisant partie du repas qu'elle avait préparé pour les garçons. Elle était partiellement enfouie sous des feuilles humides, comme si elle était là la veille. Plus loin sur le même sentier, près d'un petit ruisseau qui alimentait l'une des plus petites cascades, on a retrouvé une empreinte de bottes correspondant au type de chaussures que portait Rodrigo. Cependant, il ne s'agissait que d'une seule empreinte dans le terrain boueux, et les pluies intermittentes de ces jours-là avaient effacé toute trace. Le témoignage le plus troublant fut celui d'Abindio Jiménez Cruz, un guide local de 45 ans qui connaissait la région de fond en comble depuis son enfance. Abindio a affirmé avoir entendu des appels à l'aide vers 11h30 le 8 juillet, alors qu'il guidait un groupe de touristes américains sur un sentier parallèle. « J'ai clairement entendu quelqu'un appeler à l'aide », a déclaré Abindio aux enquêteurs. Cela provenait de la zone où se trouvent les petites cascades, mais lorsque j'ai essayé de localiser précisément leur provenance, le son s'est perdu. J'ai dit aux touristes d'attendre et je suis allé voir, mais je n'ai rien trouvé. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un animal qui m'avait dérouté avec le bruit de l'eau. Ce témoignage a incité à intensifier encore les recherches dans cette zone précise. Des plongeurs de Villa Hermosa ont été mobilisés pour explorer les bassins profonds des petites cascades, et des cordes et du matériel d'escalade ont été utilisés pour fouiller les zones difficiles d'accès. Cependant, absolument rien n'a été trouvé. La famille Pacheco a installé un centre d'information improvisé dans l'hôtel le plus proche des chutes. Dolores Pacheco avait demandé un congé pour se consacrer pleinement aux recherches, et Don Germán avait suspendu tous ses projets de construction. Des proches de Villa Hermosa, dont les parents de Fabricio, sont venus se joindre à l'opération. La mère de Fabricio, Esperanza Leal, est arrivée à Palenque le 10 juillet, profondément choquée. Elle avait eu une relation compliquée avec son ex-mari après leur divorce, et envoyer Fabricio chez sa sœur avait été une décision difficile, mais nécessaire. Elle se reprochait désormais d'avoir éloigné son fils de Villa Hermosa. S'il était resté avec moi, rien de tout cela ne serait arrivé, répétait-elle en larmes. Fabricio était aventureux, certes, mais il était aussi prudent. Quelque chose de grave leur est arrivé, j'en suis sûr. Les médias locaux ont couvert l'affaire dès le premier jour. Le journal régional Cuarto Podé a publié des photos des 2 jeunes hommes et un numéro de téléphone à contacter pour toute personne disposant d'informations.
La radio locale diffusait également régulièrement des appels à l'aide. Au cours des 2 premières semaines, des dizaines d'appels ont été reçus pour des signalements présumés. Certains témoins ont affirmé avoir aperçu 2 jeunes hommes faisant de l'autostop sur la route menant à Ocosingo. D'autres les auraient aperçus à San Cristobal de las Casas, voire au Guatemala. Toutes ces pistes ont été minutieusement étudiées, mais aucune n'a abouti à des résultats concrets. Les recherches officielles ont duré 21 jours. Plus de 50 km² de jungle ont été parcourus, des grottes et des cénotes ont été fouillées, et tous les petits ruisseaux et rivières de la région ont été suivis. Des chiens de recherche ont été envoyés de Mexico et ont suivi plusieurs pistes, mais ont perdu la trace dans la zone rocheuse près des petites cascades. Le 29 juillet 2003, exactement 3 semaines après la disparition, les autorités ont officiellement suspendu les recherches. Le commandant Acosta expliqua à la famille qu'ils avaient épuisé toutes les ressources disponibles et toutes les pistes possibles. Cependant, l'affaire resterait ouverte indéfiniment. La nouvelle de la suspension toucha durement les 2 familles. Don Germán refusa la fin des recherches et organisa des expéditions privées au cours des mois suivants. Chaque week-end, avec des amis et des bénévoles, il continuait à ratisser la jungle à la recherche des garçons. Doña Dolores prit l'habitude obsessionnelle de visiter les chutes chaque mardi, le jour même de la semaine où elles avaient disparu. Elle apportait des fleurs fraîches et restait assise des heures près des petites chutes, là où l'emballage du sandwich avait été retrouvé. Les employés du parc la connaissaient bien et respectaient son chagrin, lui permettant de rester plus longtemps que prévu. La dynamique familiale a radicalement changé. Les jeunes frères et sœurs de Rodrigo, Marisol, 16 ans, et Alberto, 11 ans, ont eu du mal à accepter la disparition de leur frère aîné. Marisol a développé de graves troubles de l'anxiété et du sommeil, tandis qu'Alberto est devenu renfermé et agressif à l'école. À Villahermosa, la séparation a également affecté la famille de Fabricio. Son père, Leopoldo Sandoval, qui avait maintenu un contact minimal depuis le divorce, s'est rendu à plusieurs reprises au Chiapas pour participer aux recherches. Cette tragédie a temporairement uni les ex-époux dans leur deuil commun, mais elle a également intensifié les sentiments de culpabilité et de récrimination mutuelle. En janvier 2004, la vie à Palenque avait retrouvé un semblant de normalité, mais les familles touchées continuaient de vivre dans un profond désarroi émotionnel. Sans corps à enterrer et sans réponse concrète, le deuil était devenu quasiment impossible. Don Germán avait perdu beaucoup de poids et présentait des signes de profonde dépression. Son entreprise de construction a commencé à connaître des difficultés financières, car il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Plusieurs projets ont été annulés ou transférés à des concurrents, et il a dû licencier 2 de ses employés. Doña Dolores, quant à elle, avait demandé à la mairie un changement de poste lui permettant de travailler à temps partiel. Il devait garder ses après-midi libres pour poursuivre ses visites aux cascades et répondre aux appels occasionnels de personnes prétendant détenir de nouvelles informations sur l'affaire. La communauté de Palenque a réagi avec une solidarité remarquable. Une collecte a été organisée pour aider les familles à financer les recherches privées. Le père Miguel Solorzano, curé de l'église locale, a consacré plusieurs messes spéciales pour prier pour le retour sain et sauf des jeunes hommes, puis pour le repos de leurs âmes et le réconfort de leurs familles. Cependant, des rumeurs et des théories spéculatives ont commencé à circuler, aggravant encore la situation. Certains murmuraient que les garçons avaient été victimes de trafiquants de drogue opérant dans la région. D'autres suggéraient qu'ils avaient fui volontairement, peut-être vers les États-Unis. Les théories les plus préjudiciables faisaient état de problèmes familiaux cachés ou de dettes qui auraient pu motiver leur disparition volontaire. Le 8 juillet 2004, exactement un an après la disparition, les 2 familles ont célébré une cérémonie commémorative dans l'église principale de Palenque. Plus de 200 personnes y ont assisté, dont de nombreux bénévoles ayant participé aux premières recherches. Lors de la cérémonie, Don Germán a pris la parole en public pour la première fois depuis les premiers jours de la disparition. D'une voix brisée, elle a remercié la communauté pour son soutien indéfectible et a réitéré sa conviction qu'un jour la vérité sur le sort de Rodrigo et Fabricio serait connue. Nous ne cesserons pas de chercher, a-t-elle déclaré à l'Assemblée. Tant que nous aurons du souffle, nous continuerons à chercher nos enfants.
Ils ne sont pas partis de leur plein gré. Il leur est arrivé quelque chose, et quelqu'un, quelque part, sait ce que c'était. Cet après-midi-là, les deux familles ont visité ensemble les Cascades Bleues pour la première fois depuis la disparition de son fils. Ce fut un moment d'une immense émotion. Esperanza Leal, qui avait évité d'y aller toute l'année, se sentait enfin prête à affronter l'endroit où elle avait vu son fils pour la dernière fois. À l'endroit où l'emballage du sandwich avait été retrouvé, une petite plaque commémorative improvisée avait été apposée. Ce n'était pas officiel, mais les administrateurs du parc l'avaient laissé là. La plaque indiquait simplement « Rodrigo et Fabricio, à jamais dans nos cœurs ». Le 8 juillet 2003. En 2006, les recherches étaient devenues moins fréquentes, mais n'avaient pas complètement cessé. Don Germán avait développé un réseau informel de contacts comprenant des guides, des employés du parc et même quelques touristes réguliers qui connaissaient l'histoire et gardaient un œil attentif lors de leur visite. La situation financière de la famille Pacheco s'était relativement stabilisée. Don Germán avait vendu le pick-up Ford Ranger. Le voir garé devant chez lui faisait trop mal, et il avait utilisé l'argent pour rembourser les dettes accumulées pendant la première année de recherches intensives. Marisol avait réussi à terminer ses études secondaires malgré ses problèmes émotionnels et avait décidé d'étudier la psychologie à l'Université des sciences et des arts du Chiapas. Son expérience personnelle du traumatisme l'avait motivé à vouloir aider d'autres familles traversant des situations similaires. Alberto, aujourd'hui âgé de 16 ans, avait canalisé son chagrin différemment. Il était devenu expert en randonnée et en survie dans la jungle, acquérant des compétences qui, disait-il, lui auraient permis de retrouver son frère s'il les avait acquises en 2003. Elle passait ses week-ends à explorer les régions reculées du Chiapas, espérant toujours secrètement retrouver la trace de Rodrigo. À Villahermosa, Esperanza Leal avait entamé une thérapie psychologique pour faire face à la grave dépression qu'elle avait développée. Son thérapeute lui avait suggéré d'écrire des lettres à Fabricio pour digérer ses émotions. Pendant 3 ans, il avait écrit une lettre chaque semaine, les conservant toutes dans une boîte spéciale dans sa chambre. Leopoldo Sandoval, le père de Fabricio, avait connu une profonde transformation personnelle. L'impact de la disparition de son fils l'avait amené à reconsidérer ses priorités et à rechercher la réconciliation avec espoir. Il n'était pas revenu en couple, mais avait noué une amitié respectueuse, soucieuse de perpétuer la mémoire de Fabricio. En 2008, un événement inattendu a ravivé des blessures qui semblaient à peine commencer à se cicatriser. La construction d'un nouvel écolodge près des cascades d'Agua Azul a nécessité de défricher et d'explorer des zones de la jungle inaccessibles lors des premières recherches. Des ouvriers du bâtiment d'une entreprise de Tuxtla Gutiérrez ont trouvé plusieurs vieux effets personnels éparpillés un peu partout, dont des bouteilles en plastique, des canettes de soda et d'autres débris datant apparemment de plusieurs années. Aucun d'entre eux n'appartenait à Rodrigo ou à Fabricio, mais cette découverte a redonné espoir aux familles. Don Germán a demandé l'autorisation d'accompagner les ouvriers du chantier, avec quelques bénévoles, pendant le nettoyage. Pendant 2 semaines, ils ont minutieusement fouillé chaque objet trouvé et chaque nouvelle zone. Ils ont trouvé des preuves que de nombreuses personnes avaient campé illégalement dans la zone au fil des ans, mais rien n'avait de lien avec les garçons disparus. L'expérience fut émotionnellement épuisante pour Don Germán. À 53 ans, il n'avait plus l'énergie physique de ses premières recherches, et la déception de ne rien trouver après 2 semaines de travail intensif le plongea dans une dépression plus profonde que celle qu'il avait connue depuis les premiers mois. Doña Dolores a décidé de convaincre son mari de consulter un psychologue. Ils avaient vécu 5 siècles durant des montagnes russes émotionnelles constantes, et cela commençait à affecter leur santé physique et mentale de manière alarmante. Le 23 mars 2010, un mardi pluvieux à Palenque, un événement inattendu s'est produit dans les familles touchées. Une découverte qui allait enfin apporter des réponses, même si elles n'étaient pas forcément celles espérées après cette année d'incertitude. Aurelio Castillo Ramirez, un biologiste de 34 ans travaillant à l'Institut d'histoire naturelle et d'écologie du Chiapas, menait une étude sur l'impact du tourisme sur les écosystèmes aquatiques de la région d'Agua Azul. Ces recherches ont nécessité le prélèvement d'échantillons d'eau et de sédiments dans des étangs et des ruisseaux, tant dans des zones touristiques que dans des zones moins fréquentées.
Aurelio était arrivé dans la zone des petites cascades vers 7h30. Profitant des premières heures du matin pour travailler sans être dérangé par les touristes, il emportait du matériel spécialisé pour l'échantillonnage aquatique, notamment un filet à maille fine pour recueillir les sédiments au fond des étangs. Les pluies intermittentes des jours précédents avaient fait monter le niveau d'eau de plusieurs petits ruisseaux, mais paradoxalement, en avaient réduit le débit dans d'autres, créant des conditions inhabituelles permettant l'accès à des zones habituellement couvertes d'eau courante. Alors qu'il travaillait dans un bassin particulièrement profond, situé à environ 3 km en amont de la principale zone touristique, Aurelio a remarqué une anomalie dans le substrat rocheux. Le niveau d'eau, abaissé par une déviation temporaire du cours d'eau principal suite à de récents glissements de terrain, avait mis à jour une cavité entre les rochers, habituellement submergés. Grâce à son équipement d'échantillonnage, Aurelio a réussi à extraire de cette cavité un objet rectangulaire en plastique noir, partiellement recouvert de sédiments et de matières organiques. Au début, il pensait qu'il s'agissait de déchets abandonnés par des touristes irresponsables, chose malheureusement courante dans son métier. Cependant, après avoir nettoyé l'objet à l'eau, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un appareil photo numérique. Le plastique était décoloré et présentait de légères fissures, mais la structure générale semblait intacte. Sur le devant, l'inscription « Canon PowerShot », encore lisible bien que effacée, était inscrite. Aurelio connaissait l'histoire des deux cousins disparus. Professionnel travaillant régulièrement dans la région et habitant de Tuxtla Gutiérrez, il avait suivi l'affaire grâce aux médias locaux. La possibilité que cet appareil photo puisse être lié à Rodrigo lui sembla immédiatement évidente et, les mains tremblantes, Fabricio examina l'appareil plus attentivement. Au dos, gravé à l'aide d'une pointe métallique en lettres petites mais lisibles, il découvrit les initiales et faisselles Fabricio Sandoval Leal. Aurelio interrompit immédiatement son enquête et se dirigea vers la sortie du parc pour contacter les autorités. À 9h15, il appela le commandant de la police municipale de Palenque depuis son téléphone portable pour lui expliquer sa découverte. Le commandant Acosta, qui avait mené l'enquête initiale 7 ans plus tôt, était toujours en service. Apprenant la découverte de la caméra portant les initiales de Fabricio, il ordonna immédiatement que les lieux soient préservés et que personne d'autre ne soit autorisé à s'approcher des lieux jusqu'à l'arrivée des enquêteurs. À 10h30, une équipe composée du commandant Acosta, de 2 policiers ministériels et d'un photographe judiciaire est arrivée sur les lieux de la découverte d'Aurelio. Le biologiste les a guidés jusqu'au lieu exact, leur expliquant les conditions aquatiques inhabituelles qui avaient permis à la caméra d'être visible ce jour-là. En 7 ans de travail dans cette zone, je n'avais jamais vu le niveau d'eau aussi bas dans cette piscine, a expliqué Aurelio aux enquêteurs. Normalement, cette cavité entre les rochers est entièrement submergée sous au moins 1,5 m d'eau courante. L'équipe médico-légale a minutieusement documenté l'emplacement exact de la caméra, en prenant des photos sous plusieurs angles et en mesurant les distances à partir de points de référence permanents. Ils ont également prélevé des échantillons des sédiments environnants et enregistré les conditions spécifiques de l'eau. Ce jour-là, la caméra a été soigneusement emballée dans un matériau de protection et transportée au laboratoire de police scientifique de Tuxtla Gutiérrez. Après cette année d'exposition à l'eau et aux éléments, de sérieux doutes subsistaient quant à la possibilité de récupérer le contenu numérique de l'appareil. Le commandant Acosta prit la décision difficile d'avertir personnellement les familles de la découverte avant que l'information ne soit divulguée par d'autres moyens. À 14h30 le même jour, il se présenta au domicile des Pachec, dans le quartier de la Canada. Doña Dolores préparait le dîner lorsqu'elle entendit frapper à la porte, ce coup si particulier qu'elle avait appris à reconnaître et à redouter au fil des ans. Voyant le commandant Acosta sur le pas de sa porte, son premier réflexe fut de la refermer. Cette année de faux espoirs et de déception l'avait rendue méfiante face à toute nouvelle concernant la disparition. Madame Dolores, commença le commandant d'une voix calme mais sérieuse. Nous avons un développement important dans l'affaire Rodrigo et Fabricio. Don Germán est rentré. Don Germán, qui réparait une canalisation dans le jardin, s'approcha en entendant des voix. En voyant le commandant, son expression changea aussitôt. Après 7 ans, il avait appris à lire les subtilités sur le visage de l'officier qui avait consacré tant d'efforts à la recherche de son fils.
L'ont-ils trouvé? Demanda don Germain directement, à l'endroit au but comme à son habitude. Pas exactement, répondit le commandant Acosta. Mais nous avons trouvé quelque chose qui appartenait certainement à Fabricio, son appareil photo numérique. L'impact de ces mots fut immédiat et complexe. D'une part, cela constituait la première preuve concrète depuis 7 ans que les garçons s'étaient effectivement trouvés dans cette zone spécifique. Doña Dolores se mit à pleurer en silence, non pas de tristesse, mais d'un étrange mélange de soulagement et d'angoisse renouvelée. Pendant 7 ans, une petite partie d'elle avait gardé l'espoir que les garçons s'étaient peut-être enfuis volontairement, qu'ils étaient vivants quelque part et qu'ils reviendraient un jour. La découverte de l'appareil photo rendait cette hypothèse beaucoup moins probable. Le commandant Acosta a expliqué les circonstances de la découverte et la procédure à suivre pour tenter de récupérer les informations de l'appareil. Il a également coordonné un appel téléphonique immédiat à Villahermosa pour prévenir les parents de Fabricio. Esperanza Leal a appris la nouvelle à son bureau, où elle travaillait comme comptable pour une entreprise de transport. Sa première réaction fut similaire à celle de Dolores, un cri de libération réprimé depuis des années, suivi d'un besoin urgent de se rendre à Palenque au plus vite. « J'ai besoin de voir cet appareil photo », fut la seule chose qu'elle parvint à dire entre deux sanglots pendant l'appel. « J'ai besoin de le toucher. J'ai besoin de savoir qu'il appartenait vraiment à mon fils. » Au laboratoire de police scientifique de Tuxtla Gutiérrez, l'appareil photo Canon Power C70 a été examiné par l'ingénieur informatique Maximiliano Cruz Aguilar, spécialiste en récupération de données numériques, spécialement appelé pour cette affaire. La première difficulté consistait à déterminer si l'appareil pouvait encore être allumé après 7 ans d'exposition constante à l'eau et à l'humidité. L'appareil photo utilisait des piles standards de type A, visiblement complètement corrodées et retirées lors des premières étapes de l'analyse. Après avoir branché l'appareil sur une source d'alimentation externe, Maximiliano a constaté que le circuit principal présentait de légers dommages dus à la corrosion, mais, étonnamment, la mémoire flash semblait intacte. La carte mémoire compacte flash de 128 mégaoctets que Fabricio avait achetée avec l'appareil photo présentait des signes de détérioration physique au niveau des contacts externes, mais la structure interne semblait préservée. « C'est extraordinaire », a déclaré Maximiliano aux enquêteurs présents. Normalement, après avoir passé autant de temps dans l'eau, surtout dans un environnement tropical très humide, on s'attendrait à des dommages bien plus graves. Le fait que l'appareil photo ait été protégé dans cette cavité rocheuse et que l'eau y soit relativement propre et courante a probablement contribué à sa préservation. L'extraction des données a nécessité des techniques spécialisées. Maximiliano a dû démonter entièrement la carte mémoire et utiliser un équipement de lecture de qualité médico-légale pour accéder directement aux puces de stockage. C'était une procédure délicate qui pouvait détruire définitivement toute information en cas d'erreur. Pendant 3 jours, Maximilien travailla méticuleusement à la récupération. Les familles attendirent à Palenque, oscillant entre un espoir prudent et une préparation émotionnelle à une éventuelle nouvelle déception. Le 26 mars 2010, Maximiliano a finalement réussi à récupérer des informations partielles sur la carte mémoire. Sur les quelques 200 photographies que la carte pouvait stocker, il a récupéré 47 images complètes et des fragments de 12 autres. Il a également récupéré des métadonnées cruciales, notamment les dates et heures exactes de prise de vue. Les 31 premières photographies retrouvées montraient exactement ce que les familles espéraient. Il s'agissait de Rodrigo et Fabricio lors de leurs excursions avant juillet 2003. On les voyait également aux ruines de Palenque, à Misola et dans divers cénotes de la région. Ces images montraient 2 jeunes gens heureux et aventureux, profitant de leur amitié et de la beauté naturelle du Chiapas. Cependant, les 16 dernières photographies racontaient une histoire bien différente et bien plus troublante. Les photographies 32 à 38 ont été prises le matin du 8 juillet 2003, selon les métadonnées. Elles montraient Rodrigo et Fabricio sur le sentier menant aux petites cascades, exactement sur l'itinéraire qu'ils avaient prévu de suivre. Sur ces images, tous deux semblaient détendus et heureux. Sur l'une des photos, Rodrigo pointait du doigt un objet hors cadre, tandis que Fabricio immortalisait un toucan perché sur une branche voisine. La photo 39 montrait l'entrée d'un sentier secondaire qui partait de la route principale. Les enquêteurs ont pu localiser l'endroit exact.
Il s'agissait d'un sentier à peine visible menant à une série de minuscules cascades, quasiment inconnues des touristes. Cette zone n'avait pas été entièrement explorée lors des premières recherches, car le sentier était si discret qu'il était passé inaperçu de la plupart des équipes de secours. Les photos 40 et 41 montrent les deux jeunes hommes se relaxant près d'une petite cascade, dégustant des sandwichs préparés par Donia Dolores. Le timbre de l'équipe indiquait 11h47. Rodrigo était assis sur un rocher plat, souriant à l'objectif, tandis que Fabricio avait immortalisé sa propre ombre projetée sur l'eau cristalline. C'est à partir de la photo 42 que le récit prit une tournure inattendue et inquiétante. L'image montrait trois inconnus s'approchant le long du chemin, deux hommes apparemment jeunes et une femme d'âge moyen. La photo était légèrement floue, suggérant qu'elle avait été prise rapidement, peut-être à l'insu des sujets. Le tampon de l'équipe indiquait 12h23. La photo 43 était encore plus révélatrice. La photo a été prise depuis un endroit caché, probablement derrière des rochers ou une végétation dense. On y voit les trois inconnus fouiller les sacs à dos de Rodrigo et Fabricio, tandis qu'à l'arrière-plan, on aperçoit partiellement ce qui semble être les deux cousins assis, les mains apparemment attachées dans le dos. Les photographies 44 à 47, les dernières entièrement récupérées, ont été prises à environ 2 minutes d'intervalle, selon les métadonnées. Elles montrent les trois individus guidant Rodrigo et Fabricio vers un endroit encore plus reculé de la zone, loin des cascades et dans une zone de jungle dense. La dernière photographie claire, numéro 47, prise à 12h31 le 8 juillet 2003, montre les 5 individus disparaissant dans la végétation dense, Rodrigo et Fabricio étant clairement entraînés contre leur volonté. Lorsque les familles ont été informées du contenu des photographies, leur réaction a été un choc profond mêlé à un étrange soulagement. Pendant 7 ans, elles avaient vécu la torture de ne pas savoir ce qui s'était passé. Maintenant, elles avaient enfin la preuve concrète que leurs enfants avaient été victimes d'un crime et n'avaient pas disparu volontairement. En voyant les images pour la première fois, Don Germán a eu une réaction qui a surpris même sa femme. Au lieu de s'effondrer émotionnellement, il a semblé déterminé et concentré comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Nous savons maintenant que quelqu'un a fait du mal à nos enfants, a-t-il déclaré fermement lors de la réunion avec les enquêteurs. Ces personnes sont sur les photos, elles ont des visages, quelqu'un doit les connaître. Donia Dolores, quant à elle, a vécu un mélange complexe de chagrin renouvelé et de réconfort étrange. Pendant toutes ces années, je me suis parfois demandé si nous avions fait quelque chose de mal en tant que parents, si Rodrigo était parti parce qu'il n'était pas heureux à la maison. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Il ne nous aurait jamais quittés volontairement. À Villahermosa, Esperanza Leal a eu une réaction similaire. Savoir que Fabricio avait été victime d'un crime a été bouleversant, mais cela a aussi effacé des années de culpabilité et de doute sur sa relation avec son fils. Fabricio était courageux, a-t-elle déclaré en larmes en regardant les photos. On peut voir sur les images qu'il a continué à prendre des photos même lorsqu'il a pris conscience du danger. Il essayait de documenter ce qui leur arrivait. Il a fait preuve d'intelligence et de courage jusqu'au bout. Grâce aux preuves photographiques concrètes prouvant que Rodrigo et Fabricio avaient été victimes d'un crime, l'affaire a été immédiatement reclassée et transférée au bureau du procureur général de l'État du Chiapas. Une équipe spécialisée dans les homicides a été constituée, dirigée par Thomas Vargas Espinosa, diplômé en droit et procureur fort de 23 ans d'expérience dans les affaires complexes. Les photographies ont été analysées par des spécialistes en analyse d'images médico-légales. Grâce à des techniques d'amélioration numérique, ils ont pu obtenir des descriptions plus détaillées des trois auteurs. Le premier individu était un homme apparemment âgé de 25 à 30 ans, de corpulence mince, mesurant environ 1,70 m, aux cheveux noirs courts et à la moustache. Il portait un t-shirt bleu clair et un jean. Le deuxième homme semblait légèrement plus âgé, peut-être entre 30 et 35 ans, plus robuste, mesurant environ 1,75 m. Il avait les cheveux noirs plus longs, sans moustache, et portait un t-shirt blanc et un pantalon foncé. La femme semblait avoir entre 40 et 45 ans, avec de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval et une coupe au carré mi-longue. Elle portait un chemisier clair et une jupe ou un pantalon foncé.
Ces descriptions ont été immédiatement diffusées dans tous les commissariats de police du Chiapas et des États voisins. Elles ont également été publiées dans les journaux locaux et diffusées à la radio et à la télévision. La réaction du public a été immédiate et enthousiaste. Dans les 48 heures suivant la publication des descriptions, plus de 100 appels ont été reçus, avec des identifications possibles. Chacun d'entre eux a fait l'objet d'une enquête minutieuse de la part de l'équipe du procureur Vargas. 4 jours après la publication des descriptions, un appel a été reçu qui allait bouleverser le cours de l'enquête. La plainte provenait d'une femme se présentant comme Irma Cabrera Nunez, 52 ans, qui travaillait comme cuisinière dans un petit restaurant à Ocosingo, à environ 120 km des chutes d'Agua Azul. Je reconnais cette femme sur les photos, a déclaré Irma lors de son appel téléphonique au parquet. Elle s'appelle Gracila Ramos Delgado et a vécu ici, à Ocosingo, jusqu'à il y a quelques années. Elle travaillait comme femme de ménage, mais elle était toujours avec des hommes différents. On disait qu'elle avait des ennuis. Irma expliqua qu'elle avait rencontré Gracila parce qu'elles travaillaient toutes les deux au même marché local, mais dans des secteurs différents. Gracila avait disparu d'Ocosingo vers 2004, peu après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle était impliquée dans des activités illégales. Je n'ai jamais su exactement de quel genre d'activité il s'agissait, poursuivit Irma. Mais on disait qu'elle et quelques hommes braquaient des touristes dans des endroits reculés. J'ai toujours cru que ce n'était que des rumeurs, mais quand j'ai vu cette photo dans le journal, j'ai compris que les rumeurs étaient peut-être fondées. Le procureur Vargas a immédiatement chargé 2 enquêteurs de se rendre à Ocosingo et d'interroger Irma Cabrera en personne. Il a également ordonné une enquête approfondie sur les dossiers disponibles concernant Gracila Ramos Delgado. Les enquêteurs sont arrivés à Ocosingo le 3 avril 2010. C'était une ville considérablement plus petite que Palenque, comptant environ 35 000 habitants, située dans une zone montagneuse qui servait de point de connexion entre les différentes communautés autochtones de la région. Irma Cabrera s'est révélée un témoin extrêmement précieux. Non seulement elle a confirmé l'identité de Gracila Ramos Delgado, mais elle a également fourni des informations complémentaires cruciales sur ses associés connus. Gracila fréquentait toujours 2 hommes, a expliqué Irma lors de l'interrogatoire officiel. L'un d'eux s'appelait Vicente, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Il était mince et portait toujours la moustache. L'autre était plus lourd, il s'appelait Aurelio ou quelque chose comme ça. Ils étaient comme des frères ou des cousins, je ne sais plus. La description de Vicente correspondait parfaitement au premier homme identifié sur les photos. Irma se souvenait aussi que Gracila avait mentionné à plusieurs reprises qu'elle connaissait très bien toute la région de la Cascade, ayant grandi dans une communauté voisine. Elle se vantait de pouvoir traverser toute cette jungle les yeux fermés, se souvient Irma. Elle disait qu'il y avait des sentiers qu'elle seule connaissait, des endroits où les touristes n'allaient jamais. À l'époque, j'ai cru qu'elle se vantait. Les enquêteurs ont également interrogé d'autres commerçants du marché d'Ocosingo qui se souvenaient de Gracila. Un marchand de fruits nommé Norberto Gallardo Uribe a fourni des informations particulièrement utiles. Cette femme avait mauvais caractère, a déclaré Norberto. Je l'ai vue une fois se disputer bruyamment avec des touristes qui refusaient d'acheter quelque chose qu'elle vendait. Elle les menaçait. Elle leur disait des choses très désagréables. Les touristes se sont enfuis. Plus important encore, Norberto se souvenait avoir vu Gracila au marché le 9 juillet 2003, jour après la disparition de Rodrigo et Fabricio. Ce jour-là, elle semblait nerveuse, se souvient Norberto. Elle était avec les 2 hommes qui l'accompagnaient toujours, mais ils avaient un comportement étrange. Ils avaient acheté beaucoup de provisions, comme s'ils partaient pour un long voyage, et ils avaient plus d'argent que d'habitude. Cette information était cruciale car elle établissait un lien temporel direct entre la présence des suspects dans la zone et le lendemain de la disparition. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs ont suivi plusieurs pistes concernant Gracila Ramos Delgado et ses complices. Cependant, il est rapidement apparu que les 3 hommes avaient disparu d'Ocosingo peu après juillet 2003, exactement comme Irma Cabrera l'avait signalé. L'analyse des archives officielles a révélé que Gracila était née en 1960 dans une petite communauté appelée Nueva Palestina, située à environ 40 km des chutes d'Agua Azul.
Ses parents étaient égidatario, citoyens de l'Ejido, et elle avait grandi en connaissant intimement tous les sentiers et routes de la jungle de la Candona. Plus révélateur encore, les archives montraient que Gracila avait été arrêtée à plusieurs reprises pour vol et troubles à l'ordre public entre 1995 et 2002. À 2 reprises, elle avait été arrêtée en compagnie de 2 hommes, Vicente Jiménez Castro et Abindio Romero Salinas. Les noms correspondaient aux descriptions physiques fournies par les témoins d'Ocosingo. Vicente Jiménez Castro, né en 1975, correspondait parfaitement à la description de l'homme mince et moustachu. Abindio Romero Salinas, né en 1970, était l'homme le plus robuste identifié sur les photographies. Cependant, les 3 hommes avaient complètement disparu après 2003. Aucun emploi, aucune arrestation ni aucune autre activité officielle n'était enregistrée. C'était comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre en même temps que Rodrigo et Fabricio. Le 15 mai 2010, 2 mois après la découverte de la caméra, un événement se produisit qui allait apporter les réponses définitives que les familles cherchaient depuis 7 ans, mais pas de la manière espérée. Un groupe de spéléologues amateurs de Mexico, dirigé par le géologue Patricio Leal-Mont, explorait un réseau de grottes naturelles situées à environ 8 km de l'endroit où la chambre de Fabricius avait été découverte. Ces grottes étaient connues localement, mais rarement visitées en raison de leur accès difficile et de l'absence de formations spectaculaires susceptibles d'attirer les touristes. En explorant une caverne secondaire accessible par descente en rappel, le docteur Leal a remarqué une odeur étrange qu'il a d'abord attribuée à des chauves-souris ou à d'autres animaux. Cependant, après une investigation plus approfondie à la lampe de poche, il a découvert des restes manifestement humains. La caverne où la découverte a été faite était située à un endroit qui la rendait pratiquement invisible de tout sentier connu. Pour y parvenir, il a fallu marcher 2 heures à travers une jungle dense, en suivant des itinéraires que seule une personne connaissant parfaitement le terrain pouvait emprunter. Le docteur Leal a immédiatement suspendu l'exploration et contacté les autorités. À 15 heures le même jour, une équipe médico-légale complète était arrivée sur place, comprenant des anthropologues légistes, des photographes spécialisés et des experts en récupération de preuves. La récupération des restes a nécessité 3 jours de travail minutieux. La caverne mesurait environ 12 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur à son point le plus large. Les restes ont été découverts dans une chambre latérale partiellement recouverte de rochers qui semblaient avoir été placés intentionnellement. Des anthropologues médico-légaux, dirigés par le docteur Silvia Aguilar Contreras, ont rapidement déterminé que les restes appartenaient à au moins 5 individus différents. Leur état de conservation variait en raison des conditions particulières de la grotte. L'humidité constante avait accéléré la décomposition des tissus mous, mais les os étaient relativement bien conservés. L'aspect le plus troublant de cette découverte résidait non seulement dans la présence de multiples victimes, mais aussi dans les preuves évidentes de violence. Plusieurs crânes présentaient des fractures traumatiques manifestement antérieures au décès. Des restes de cordes et de matériel ayant servi à attacher les victimes ont également été retrouvés. Parmi les effets personnels retrouvés à côté des restes se trouvaient plusieurs objets que les familles de Rodrigo et Fabricio ont immédiatement reconnus, la chaîne en argent de Fabricio avec un pendentif de Saint Jules Thaddée, la casquette tigre de Quintana Roo de Rodrigo et des fragments du sac à dos bleu marine que Fabricio portait le jour de sa disparition. Mais la découverte la plus choquante fut celle d'effets personnels appartenant à d'autres victimes inconnues. On y trouvait un portefeuille portant les papiers d'identité d'un touriste allemand disparu dans la région en 2001, des bijoux semblant appartenir à des femmes et des vêtements appartenant à au moins 3 personnes différentes. L'analyse médico-légale a révélé une réalité plus horrible que quiconque l'aurait imaginé. Rodrigo et Fabricio n'avaient pas été victimes d'un crime isolé, mais d'un gang organisé qui opérait dans la région depuis des années, ciblant spécifiquement les touristes qui s'aventuraient dans des zones reculées. Le docteur Aguilar a déterminé que les restes de Rodrigo et Fabricio portaient des traces de meurtre aux alentours de leur disparition, en juillet 2003. Les autres victimes étaient décédées à différentes périodes entre 1999 et 2005, ce qui suggère que le gang opérait depuis au moins 6 ans. Les enquêteurs ont reconstitué le mode opératoire des criminels à partir de preuves matérielles et de photographies récupérées dans l'appareil photo de Fabricio.
Graciela Ramos Delgado et ses deux complices étaient spécialisés dans l'identification des touristes visitant les cascades seuls ou en petits groupes, notamment ceux souhaitant explorer des zones moins fréquentées. Grâce à la connaissance approfondie des sentiers de la jungle de Graciela, ils attiraient ou suivaient leurs victimes jusqu'à des endroits reculés où elles étaient à peine audibles, puis appelaient à l'aide. Ils les ont dépouillées, apparemment pour éliminer les témoins, les ont assassinés avant de cacher les corps dans la grotte que Graciela connaissait depuis son enfance. L'analyse des métadonnées de l'appareil photo de Fabricio a révélé qu'il avait continué à prendre des photos pendant plusieurs minutes après le début de l'attaque, espérant probablement que les images serviraient de preuve s'il parvenait à s'échapper ou si quelqu'un retrouvait l'appareil plus tard. Son instinct de documenter le crime avait été extraordinairement courageux. Il avait finalement permis de résoudre l'affaire. L'enquête sur le sort de Graciela Ramos Delgado, Vicente Jiménez Castro et Abindio Romero Salinas a révélé une conclusion tout aussi troublante. L'analyse médico-légale des restes retrouvés dans la grotte a révélé que les victimes comprenaient les auteurs des crimes. Les restes les plus récents, datant d'environ 2005, appartenaient à 3 individus dont les caractéristiques physiques correspondaient à celles des 3 auteurs. Les indices suggéraient qu'ils avaient été tués par balle et que leur corps avait été déposé dans la grotte même où ils avaient caché leurs victimes. Cette révélation a ouvert une nouvelle piste d'enquête pour déterminer qui avait tué les criminels. Cependant, après des mois d'enquête, les responsables de ces meurtres n'ont jamais été identifiés. Les théories avancées incluaient une vengeance de la part des proches d'autres victimes, des conflits avec d'autres criminels, voire une justice d'autodéfense exercée par des membres de la communauté locale. Il est apparu clairement que le gang criminel opérait depuis des années, assassinant au moins 8 touristes entre 1999 et 2003, avant d'être eux-mêmes assassinés en 2005. Pour les familles de Rodrigo et Fabricio, la découverte des restes a apporté le soulagement dont elles avaient désespérément besoin depuis 7 ans. Elles ont enfin pu enterrer leurs enfants et entamer un processus de deuil qui avait été impossible tant que leur sort était incertain. Les funérailles conjointes ont eu lieu le 3 juin 2010 à l'église principale de Palenque. Plus de 500 personnes étaient présentes, dont de nombreux bénévoles ayant participé aux premières recherches, des responsables locaux et des familles d'autres victimes de crimes similaires, qui avaient trouvé du réconfort en sachant qu'elles n'étaient pas seules dans leur deuil. Don Germain, qui avait perdu beaucoup de poids et montré des signes de vieillissement prématuré au cours de ces 7 années de recherche, a finalement pu parler publiquement de son expérience sans s'effondrer. Rodrigo et Fabricio étaient de braves jeunes gens qui ne désiraient que profiter de la beauté de notre terre, a-t-il déclaré pendant la cérémonie. Leur mort fut une terrible tragédie, mais le courage de Fabricio, qui a continué à prendre des photos jusqu'au bout, a non seulement contribué à résoudre son propre cas, mais aussi à rendre justice à d'autres familles ayant également perdu des êtres chers. Donia Dolores a créé une petite fondation à la mémoire de Rodrigo et Fabricio, dédiée au soutien émotionnel des familles de personnes disparues au Chiapas. Son expérience durant ces 7 années lui a permis d'acquérir une compréhension unique du type de soutien dont ces familles avaient besoin. Esperanza Leal est retournée à Villahermosa, tout en restant en contact étroit avec la famille Pacheco. Les liens tissés au cours d'années de recherche communes ont créé une famille élargie unie par le deuil, mais aussi par un amour indéfectible pour leurs enfants disparus. L'affaire Rodrigo et Fabricio a entraîné des changements importants dans les protocoles de sécurité des zones touristiques du Chiapas. De nouvelles réglementations ont été établies, exigeant que les touristes explorant des sentiers isolés soient accompagnés de guides certifiés, et des postes de communication d'urgence ont été installés à plusieurs points stratégiques autour des chutes d'Agua Azul. L'histoire est également devenue une étude de cas dans les écoles de criminologie sur l'importance de la persévérance dans les enquêtes sur les personnes disparues et sur la façon dont la technologie numérique, même endommagée, peut fournir des preuves cruciales des années après le crime. Aurelio Castillo Ramirez, le biologiste qui avait découvert l'appareil photo, poursuivit ses recherches dans la région, toujours conscient des dangers qui pouvaient planer dans les endroits reculés. Il établit des protocoles de sécurité plus stricts pour ses travaux de terrain et plaida en faveur de meilleures mesures de protection pour les chercheurs travaillant seuls dans des zones reculées. Une fois l'identification médico-légale de tous les restes trouvés dans la grotte terminée, l'affaire s'est élargie pour inclure l'enquête sur au moins 6 disparitions supplémentaires survenues dans la région entre 1999 et 2005.
Celle-ci avait été signalée à différentes juridictions et n'avait jamais été liée à un réseau criminel organisé. Parmi les victimes identifiées figurait Klaus Meyer, un touriste allemand de 28 ans, disparu en avril 2001 alors qu'il effectuait une randonnée seul près des chutes de Misola. Sa famille était restée en contact avec les autorités mexicaines pendant des années, offrant des récompenses et engageant des détectives privés, sans succès. Ont également été identifiés les restes de Maribel Cortés Zavala, étudiante en biologie de 24 ans à l'Université nationale autonome du Mexique, disparue en septembre 2002 lors d'un voyage de recherche. Son cas avait bénéficié d'une couverture médiatique considérable à l'époque, mais l'enquête n'avait pas abouti à des conclusions concluantes. La troisième victime identifiée était Eduardo Ramirez Ponce, un photographe professionnel de 31 ans originaire de Guadalajara, arrivé dans la région en mars 2003 pour documenter la biodiversité de la forêt tropicale de la Candona. Son matériel photographique professionnel, estimé à plus de 50 000 pesos, n'avait jamais été retrouvé, et sa famille supposait qu'il avait été victime d'un vol ayant dégénéré en violence. L'analyse de tous ces cas a révélé une tendance troublante par sa constance. Toutes les victimes étaient de jeunes adultes voyageant seuls ou en très petits groupes. Tous avaient manifesté un intérêt pour l'exploration de zones reculées et avaient tous été aperçus pour la dernière fois dans des zones que Graciela Ramos Delgado connaissait bien. La découverte qu'un gang criminel opérait depuis des années dans leur région, assassinant des touristes venus profiter de la beauté naturelle du Chiapas a eu un impact profond sur les communautés locales. De nombreux habitants se sont sentis trahis en apprenant que l'un d'eux avait perpétré ces crimes horribles. L'économie touristique de la région a été temporairement affectée. Dans les mois qui ont suivi la découverte, la fréquentation des chutes d'eau bleue a diminué d'environ 40%. Les opérateurs touristiques locaux, dont beaucoup dépendaient entièrement du tourisme pour leur subsistance, ont été confrontés à d'importantes difficultés économiques. Cependant, la réponse de la communauté a également démontré sa force et son unité. Une coopérative de guides locaux a été créée, a mis en œuvre de nouvelles normes de sécurité et a créé un système de communication permettant de suivre en temps réel la localisation de tous les groupes de touristes. Dont Abindio Jiménez Cruz, le guide qui avait entendu les appels à l'aide le jour de la disparition de Rodrigo et Fabricio, est devenu l'un des chefs de file de cette initiative. Pendant des années, il s'est reproché de ne pas avoir enquêté sur les cris plus agressifs qu'il avait entendus, et il a canalisé cette culpabilité pour créer un système capable d'empêcher de futures tragédies. Plus jamais personne ne disparaîtra dans notre forêt tropicale sans que nous le sachions immédiatement, a-t-il déclaré lors d'une réunion communautaire. Nous avons tiré les leçons de cette tragédie et nous honorons la mémoire de toutes les victimes, en veillant à ce que nos visiteurs soient toujours en sécurité. Bien que les principaux auteurs soient déjà décédés, l'enquête a révélé l'existence de complices et d'individus qui avaient connaissance des activités criminelles sans les signaler aux autorités. Le procureur Thomas Vargas Espinosa a poursuivi l'enquête sur une éventuelle complicité. Celestino Herrera Nunez, un commerçant de 48 ans d'Ocosingo, a été reconnu coupable d'avoir régulièrement acheté des objets de valeur volés par Graciela et ses complices à leurs victimes. Pendant des années, il avait acquis des appareils photo, des bijoux et d'autres objets de valeur sans se renseigner sur leur provenance. Celestino a été arrêté et finalement condamné à 8 ans de prison pour recel aggravé et complicité après les faits. Lors de son procès, il a révélé des détails supplémentaires sur les opérations du gang criminel, ce qui a permis d'étoffer l'affaire. Plusieurs fonctionnaires locaux, reconnus coupables de négligence dans la coordination des recherches initiales, ont également fait l'objet d'une enquête. Bien qu'aucune preuve de corruption directe n'ait été trouvée, 3 fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions pour incompétence administrative. Afin de mieux comprendre comment une bande criminelle a pu opérer sans être détectée pendant tant d'années, le procureur Vargas a demandé une analyse psychologique rétrospective de l'affaire. La psychologue criminelle Leticia Aguilar Montt fut chargée d'étudier la dynamique du groupe criminel. Elle conclut que Graciela Ramos Delgado était clairement la chef intellectuelle du groupe. Sa connaissance approfondie de la géographie locale, combinée à une personnalité manipulatrice et violente, avait créé les conditions idéales pour les crimes. Graciela a profité de son statut de femme du coin pour gagner la confiance initiale des victimes, explique le docteur Aguilar dans son rapport.
Les touristes, surtout les jeunes hommes, ne l'auraient pas perçu comme une menace immédiate. Cela lui a permis de les évaluer comme des victimes potentielles et de planifier les attaques. L'analyse a également révélé que Vicente Jiménez Castro et Abindio Romero Salinas avaient probablement été manipulés par Gracila pendant plusieurs années. Tous deux avaient des antécédents de problèmes d'alcool et de difficultés financières qui les avaient rendus vulnérables à son influence. Bien que les meurtres des touristes victimes aient été entièrement élucidés, l'identité des auteurs des meurtres des 3 criminels en 2005 n'a jamais été clairement établie. Cette partie de l'affaire reste officiellement non élucidée. Bien que plusieurs théories plausibles existent. La plus probable, selon les enquêteurs, est que les criminels avaient commencé à étendre leurs activités à des zones contrôlées par des organisations criminelles plus importantes. En 2004 et 2005, plusieurs cartels de la drogue avaient commencé à établir des routes à travers le Chiapas et ne toléraient pas la présence de criminels indépendants susceptibles d'attirer l'attention de la police sur leurs opérations. Une autre théorie suggère qu'un proche ou un ami de l'une des victimes aurait réussi à identifier les auteurs et à se faire justice lui-même. Cependant, aucune preuve n'a jamais été apportée pour étayer cette hypothèse. Ce qui était clair, c'est que les assassins de Gracila, Vicente et Abindio connaissaient l'emplacement de la grotte où ils cachaient leurs victimes. Cela suggérait que quelqu'un avait surveillé leurs activités pendant un certain temps avant d'agir. Les années qui ont suivi la découverte ont été une période de guérison progressive pour toutes les familles touchées. Don Germán et Doña Dolores ont pu reconstruire lentement leur vie, mais jamais complètement. La perte de Rodrigo avait laissé un vide permanent, mais la connaissance de ce qui s'était passé leur a permis de surmonter leur deuil plus sainement. Marisol Pacheco a terminé ses études de psychologie et s'est spécialisée dans la thérapie des familles de victimes de crimes violents. Son travail s'est directement inspiré de son expérience personnelle et elle a aidé des dizaines de familles confrontées à des situations similaires. Alberto Pacheco est devenu guide touristique spécialisé dans la sécurité. Ses compétences de survie en jungle, acquises au fil d'années de recherche, lui ont permis de créer une entreprise prospère proposant des circuits sécurisés dans les régions les plus reculées du Chiapas. À Villahermosa, Esperanza Leal a trouvé la paix en faisant du bénévolat auprès d'organisations venant en aide aux familles de personnes disparues. Son expérience, acquise au cours de ces 7 années de recherche, a fait d'elle une fervente défenseur de l'amélioration des protocoles d'enquête et du soutien psychologique aux familles confrontées à des situations similaires. Le cas de Rodrigo Pacheco Quintero et de Fabricio Sandoval Leal a marqué un tournant dans la gestion des cas de disparition par les autorités du Chiapas. Les enseignements tirés ont conduit à la création de la mise en œuvre de protocoles de recherche renforcés, une meilleure coordination entre les différentes juridictions et la reconnaissance de l'importance de préserver les preuves numériques, même lorsqu'elles semblaient impossibles à récupérer, ont permis à Fabricio de continuer à documenter l'attaque contre lui et son cousin, sauvant ainsi des vies, en permettant finalement la découverte de l'opération criminelle dans son intégralité. Son appareil photo numérique, préservé presque miraculeusement pendant 7 ans dans des conditions difficiles, est devenu la voie que lui et Rodrigo ne pouvaient utiliser pour raconter leur propre histoire. Le lieu où l'appareil a été retrouvé a été marqué d'une plaque commémorative permanente en 2011. Les familles, ainsi que les autorités locales et les représentants des autres victimes, ont dédié ce monument non seulement à Rodrigo et Fabricio, mais aussi à toutes les victimes des crimes commis par le gang de Gracila Ramos Delgado. L'inscription sur la plaque dit « À la mémoire de tous les jeunes dont la vie a été emportée par la violence dans ces lieux qui auraient dû être des havres de paix et de beauté. Puisse leur sacrifice nous rappeler à jamais l'importance de protéger ceux qui viennent découvrir les merveilles de notre terre. » Cette affaire nous montre comment la persévérance des familles, le dévouement des enquêteurs et parfois la chance peuvent enfin révéler la vérité, même des années après une tragédie. Le courage de Fabricio, qui a documenté sa propre agression, a non seulement permis de résoudre son affaire, mais aussi de rendre justice à plusieurs familles ayant subi des pertes similaires. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous repéré des signes de danger tout au long du récit? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Aimez si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également ces affaires mystérieuses résolues après des années de recherches incessantes.